Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur la fonction logarithme népérien avec deux fonctions. Dans une première partie, on va étudier une fonction auxiliaire qui va nous aider à étudier dans une deuxième partie une autre fonction. Voilà pourquoi le titre fonction liée. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF et ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte. Alors je vais essayer dans cette vidéo de résoudre le plus possible les questions à la main. Je m'excuse par avance de la petite tablette qui appartenait à mon fils parce que elle n'est pas forcément adaptée à l'écriture. Voilà, il avait acheté ça pendant la période du Covid pour pouvoir communiquer avec ses camarades et notamment son professeur de mathématiques. Alors j'avais fabriqué cet énoncé pour un devoir surveillé pour mes élèves de terminale scientifique à une certaine époque. Je l'ai un tout petit peu modifié. Partie A, étude d'une fonction auxiliaire. La fonction petit g est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par g de x égale x moins x ln de x. Question A, résoudre l'équation g de x égale 0 dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Étudier le signe de la fonction g sur cet intervalle. Question 2A, calculer g' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Question 2B, étudier le signe de la fonction g' sur l'intervalle 0 plus infini. À chaque fois, c'est ouvert en 0. Partie B, étude une fonction. La fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale 3x carré moins 2x carré ln de x. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ. Question 1, déterminer la limite de la fonction f en 0 et en plus infini. Question 2a, montrer que f' égale 4g sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2b, en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2c, étudier la convexité ou concavité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 3, déterminer une équation de la tangente t à la courbe c de f au point A d'abscisse 1, placer le point A et tracer la droite t sur le graphique donné en annexe. Donc l'annexe avec la courbe de f, le repère OIJ. Question 4a, démontrer que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique, petit s, dans l'intervalle 0 plus infini. Placer le réel s sur le graphique donné en annexe. Petit b, déterminer un encadrement du réel s d'amplitude 10 puissance moins 2. Question 4c, quelle est la valeur exacte du réel s? Question 4d, donner sans justifier le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini dans un tableau. Dans la question A, résoudre l'équation g de x égale 0 dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors ce symbole à l'envers, ça veut dire quel que soit, c'est pour aller plus vite, quel que soit le réel x strictement positif, g de x égale x moins x ln de x. Alors quand on va vouloir résoudre g de x égale 0, avant de le faire, je vais factoriser g de x parce qu'on sait que c'est plus facile de travailler qu'une forme factorisée. Et donc g de x, c'est x facteur de 1 moins ln de x. Alors les idées ici, c'est qu'on veut que g de x soit égal à 0. Comme x ne peut pas prendre la valeur 0, c'est-à-dire que ce sera 1 moins ln de x qui va prendre la valeur 0, éventuellement. Allez, résolvons. G de x est plus grand, est égal à 0, si et seulement si. Eh bien, on va avoir 1 moins ln de x qui va être égal à 0. J'écris pas forcément tout, vous en un corrigé plus propre que ce que je vais faire ici à la main. Ça veut dire que ln de x est égal à 1. Et on pourrait quasiment dire tout de suite x égale e. Alors parfois si on oublie, il y a moyen de s'en sortir en prenant l'exponentielle.
de chaque membre. De nombres A et B sont égaux, ça veut dire qu'exponentielle A égale exponentielle B. Et on trouve comme solution, j'ai envie de dire éventuelle, le nombre petit e. Alors pourquoi éventuel? Parce qu'il faut quand même vérifier que le nombre qu'on obtient, il appartient bien à l'intervalle 0 plus infini, ce qui est le cas. Petit e qui est environ égal à 2,718 de 8 appartient à 0 plus infini. Bon, souvent les profs de maths aiment bien écrire l'ensemble des solutions qu'on appelle grand S, et puis c'est un singleton, l'ensemble a un seul élément, petit e. Question 1b, étudier le signe de la fonction petit g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors ce qu'on peut remarquer quand même ici, c'est que le nombre x, lui, il est strictement positif. Ce qui fait que le signe de g de x, ben, c'est la même chose que le signe de 1 moins ln de x. Donc on a besoin de connaître le signe de 1 moins ln de x. On va résoudre une équation pour ça, c'est-à-dire 1 moins ln de x. Quand est-ce qu'il est plus grand que 0? Si c'est le cas, si ça arrive, c'est vrai. Si seulement si, bah, ln de x est plus petit que 1. Et on retrouve un peu la démarche de tout à l'heure. Bah tiens, je vais faire un petit peu autrement, peut-être que dans le polycopier, ln de x doit être plus petit que ln de e. Et dans le cours sur le logarithme népérien, on sait que ln de a plus petit que ln de b, ça équivaut à a plus petit que b, quand a et b sont des nombres strictement positifs, donc ici x strictement inférieur à e, tout en sachant qu'on travaille pour des valeurs de x plus grandes que 0. Et donc on va pouvoir en déduire le signe de g. G va être du coup strictement positive sur toutes les valeurs de x plus petites que mais plus grandes que 0. G de E, ça sera 0, on l'a déjà vu d'ailleurs. Et puis G sera strictement négatif sur l'intervalle E plus infini. Alors le mieux, c'est quand même de donner un tableau de signes, donc je vais le faire juste après. Donc à l'écran, le tableau du signe de G. Voilà. Question de A, calculer G' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, donc le stylo, quel que soit x plus grand que 0, du blanc, on sait que g de x est égal à, bien je vais reprendre la forme x moins x multiplié par ln de x, on pourrait prendre aussi la forme factorisée. Alors, g de x, il est constitué de, j'ai envie de dire, deux termes. Premier terme x, deuxième terme x ln de x, on effectue la différence. Alors, c'est pas très dur de dériver x. En revanche, ici, x ln de x, il faut penser au fait que ce soit un produit. Donc, généralement, au brouillon au moins, on peut poser u de x égale petit x. Le premier facteur, v de x égale ln de x. Le deuxième facteur. On va en profiter pour calculer tout de suite la dérivée. U' de x c'est 1, et puis v' de x c'est 1 sur x. Donc là, on a tous les ingrédients pour calculer la dérivée de x ln de x, qui est sous la forme u fois v. Donc il faut connaître ces formules, u'v plus uv', mais moi je conseille à mes élèves de rajouter toujours les multipliés, parce que en cours de route, certains parfois se trompaient. Alors donc je vais, par abus de langage, écrire x ln de x ici. Quelle est sa dérivée?
Donc U', bah, c'est 1, multiplié par ln de x, plus x multiplié par 1 sur x. Évidemment, ici, on va pouvoir simplifier, ça va nous donner 1. Et donc, on obtient tout simplement ln de x plus 1. Bon, ça, c'est mon travail face brouillon, par exemple. Hein. Évidemment, je ne vais pas rédiger forcément comme ça dans une copie, mais bon. Donc là, on connaît la dérivée de x ln de x. Et donc, pour avoir la dérivée de g, ça va être relativement simple. Donc, g' de x, c'est 1 moins, et ben l'expression qu'on vient de trouver. Alors, attention, à bien mettre des parenthèses. Donc, on a trouvé ln de x plus 1. Et donc, g' de x va être égal à 1 moins ln de x moins 1. Et donc, on va trouver finalement moins ln de x. Question 2b, étudier le signe de la fonction g' sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors nous, on vient de voir que quelle que soit la règle x strictement positive, g' de x égale moins ln de x. Mais le signe de ln de x, on le connaît, et du coup, on va connaître le signe de moins ln de x, et donc le signe de g' de x. Alors, on peut peut-être faire un petit rappel sur les variations de la fonction ln, et donc elle s'annule en 1, et puis voilà à peu près la courbe en passe rotative de la fonction ln. Ça permet quand même de voir que voilà, sur l'intervalle 0,1, ln est strictement négative. Sur 1, évidemment, ln de 1 vaut 0. Hein. Et puis sur l'intervalle 1 plus l'infini, on pourra dire que ln est strictement positive. Et puis il n'y a plus qu'à prendre l'opposé. Donc si on met un peu de couleur ici, on a le signe quasiment. Hein. Alors ça, évidemment, c'est au brouillon. Moins 0 plus, donc pour g' de x, on aura plus 0 moins. Voilà le tableau de signes. Donc en 1, g' va s'annuler, et puis g' va être strictement positif sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1, et strictement négatif sur l'intervalle 1 plus infini, avec tout ce qu'on vient de dire. Question 1 de la partie B, déterminer la limite de la fonction petit f en 0 et en plus infini. Alors j'ai rappelé que, quel que soit le réel x strictement positif, f de x est 3x carré moins 2x carré ln de x. Alors en 0, que va-t-il se passer? Alors, on analyse un petit peu tout ce qu'on a. Hein, donc je vais prendre le premier terme. 3x carré, bah, quand x tend vers 0, 3x carré, lui, tend vers 0. Et puis, pour le deuxième terme, on va s'intéresser à 2x carré ln de x. Alors, évidemment, 2x carré, ben, on va l'écrire, hein, quand x tend vers 0. 2x carré, lui, il tend vers 0. Et puis, ln de x, là, le problème, c'est qu'il tend vers moins l'infini. Je rappelle qu'ici, on travaille en 0 plus. Hein. Et donc, 2x carré fois ln de x, c'est une forme indéterminée, mais le cours nous dit que c'est x carré qui l'emporte en fait sur ln de x, ça c'est le cours, et donc on va obtenir comme limite 0, et on n'aura pas de souci après. Écrivons-le. Donc en fait, x carré ln de x tend vers 0, et ça c'est le cours qui nous le dit, hein. X carré l'emporte sur ln de x. Bon, bah on a tous les ingrédients maintenant pour pouvoir même rédiger proprement. Tiens. Allons-y.
limite, donc limite quand x tend vers 0 plus 3x carré égale 0, limite quand x tend vers 0 plus 2x carré ln de x égale 0. Donc par différence, la limite quand x tend vers 0 plus de 3x carré moins 2x carré ln de x, ça sera égal à 0. Et puis on conclut avec la limite de f de x qui est égale à 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure ici. Donc maintenant la limite en plus infini de la fonction f, alors on va analyser un petit peu ce qui va se passer. Donc 3x carré tend vers plus infini, x carré tend vers plus infini, multiplié par 3, ça nous donne plus infini. Et puis si on regarde le x carré fois ln de x, que va-t-il se passer, x carré tend vers plus infini, ln de x tend vers plus infini, et le produit de plus l'infini par plus l'infini, ça lui donne plus infini. Et donc, ça veut dire que x carré multiplié par ln de x va tendre vers plus infini. Je me commets un peu, hop, voilà. Et puis, on doit effectuer la différence des deux. Alors, le problème, c'est qu'on va tomber sur une forme indéterminée. Puisque la différence des deux, ça va nous donner phi, forme indéterminée, de quel type? Du type plus l'infini, moins plus l'infini. Donc, il va falloir lever l'indétermination. Alors, ça veut dire que ce qu'on a fait là au brouillon, en général, on l'écrit pas forcément dans une copie. On regarde un peu mieux l'expression de f de x, puis on se dit, oui, mais j'aurais peut-être pu... Alors parfois, certaines personnes disent placer 3x carré en facteur, ou bien placer 2x carré ln de x en facteur. Ici, on va faire simple, on va tout simplement mettre x carré en facteur. De ce fait, f de x, c'est x carré, facteur de 3 moins 2 ln de x. Est-ce que ça sera plus simple comme ça? Donc, si on prend le premier facteur, lui, il va tendre vers plus infini. Et puis, si on prend le deuxième facteur, quand x tend vers plus infini, ln de x va tendre vers plus infini, multiplié par moins 2, moins l'infini, plus 3, moins l'infini. Donc, on va avoir plus infini multiplié par moins l'infini. Donc, on va pouvoir conclure. Donc, allons-y, étude de brouillon, x tend vers plus infini. Donc, on a x carré qui tend vers plus l'infini. Et puis, pour le deuxième facteur, je vais l'écrire tout de suite. 3 moins 2 ln de x. Il tend vers quoi? Sachant que ln de x tend vers plus l'infini. 3 moins 2 ln de x va tendre vers moins l'infini. Et on n'aura plus qu'à multiplier x carré par 3 moins 2 ln de x. Bon, je vais quand même faire une rédaction à peu près propre avec le symbole limite. Donc, limite quand x tend vers plus infini de x carré égale plus l'infini. Et puis, limite de 3 moins 2 ln de x, on vient de voir que c'est moins l'infini. Et donc, en effectuant le produit de x carré par 3 moins 2 ln de x, on va obtenir la limite de f de x, qui va être plus l'infini multiplié par moins l'infini, moins l'infini. Question 2a, montrer que f' égale 4g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Évidemment, la fonction g, c'est celle qui a été étudiée dans la partie A. Alors, pour calculer f' de x ici, je vais utiliser la forme factorisée pour varier un petit peu les plaisirs par rapport à peut-être tout à l'heure. De toute façon, ça ne change rien. On doit trouver le résultat final où on doit trouver que f' de x égale 4g de x, en fait. Donc, on doit dériver un produit. Alors, je vais essayer là de le faire en direct, c'est-à-dire pas utiliser les fonctions auxiliaires. Donc, je vais me placer à gauche pour avoir assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dérive le premier facteur, donc on obtient 2x.
et on multiplie par le deuxième facteur. Ensuite, on dérive le premier, on prend le premier facteur, pardon, et puis on multiplie par la dérivée du deuxième facteur. Alors la dérivée de 3 c'est 0, ensuite on a moins 2 ln de x, pas la dérivée, c'est moins 2 multiplié par 1 sur x qui est la dérivée de ln de x, on va pouvoir dire que c'est moins 2 sur x. Alors, on va voir qu'évidemment il y a une simplification entre x carré et x qui est au dénominateur là. Et donc f' de x va nous donner... Alors, si on développe à 6x, moins 4 ln de x, et puis ici, moins 2x. On va pouvoir regrouper 6x et moins 2x, hein, f' de x égale 4x, moins 4 ln de x, wow. Ça sent bon, comme on dit, puisqu'il faut trouver 4 fois g, ben on va mettre 4 en facteur de x moins ln de x. J'ai oublié un x quelque part, je crois, c'est ici, oh là. Donc x ln de x, et ici c'est x ln de x, bien sûr. Voilà le distrait. Et donc on a bien obtenu en fait f' qui va être égal à 4g évidemment sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on a donc f' égale 4g sur 0 plus infini vers 0. On nous demande d'en déduire les variations de la fonction f sur cet intervalle 0 plus infini. C'est la question 2b. Alors on peut remarquer qu'effectivement 4 est strictement positif et donc f' a même signe que g. Évidemment sur cet intervalle. Et le signe de g, ben, on l'a étudié dans la partie A, je compte la question 1b, ce qui fait qu'on connaît le signe. On va donc pouvoir dresser là, le tableau de variation de f. Alors, tableau de variation de f, donc on sait que la fonction g s'annule en e. Voilà, et puis on avait obtenu que g était strictement positif sur 0e, strictement négatif sur e plus infini. Donc on obtient ici les variations, on essaye de donner le tableau de variation le plus complet possible, donc la limite en 0 c'était 0, la limite en plus infini on avait obtenu moins infini, pardon, et donc on a besoin de calculer f2. f de e, c'est donc ce e carré facteur 3 moins 2 ln2 si je prends la forme factorisée de f de x. Et donc f de e va nous donner e au carré multiplié par 3 moins 2 fois 1 puisque ln2 vaut 1. Et ce nombre-là, 3 moins 2 ça fait 1 et donc il va pouvoir disparaître. On va avoir f2 égale e carré. Donc on a les variations de la fonction f. Question 2c, étudier la convexité ou concavité de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on sait qu'on peut soit étudier les variations de f' ou étudier le signe de f seconde, évidemment. Il faut que f seconde existe. Bon, alors nous, on a vu que f' était égal à 4g sur l'intervalle 0 plus infini dans une certaine question. Eh bien, si on dérive, on va obtenir f second, la dérivée de f', qui est la dérivée de 4g, c'est-à-dire que c'est 4g'. Évidemment, toujours sur 0 plus infini. Bon, 4, il est strictement positif, ça veut dire que f seconde a même signe que g'.
Et on connaît le signe de G', on l'a étudié dans la partie A. Du coup, on va avoir le signe de F seconde. Et puis, une fois qu'on a le signe de F seconde, on en déduit la convexité ou la concavité. Donc, le signe de F seconde, ça va se présenter comme ça, X, F seconde de X. En 0, on sait qu'on a une double barre, et c'était en 1 que G' s'annulait. Et on savait que F seconde était positive sur 0,1 et négative sur 1 plus infini, enfin, en tout cas G'. Ainsi, on peut dire que F seconde est positive sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, donc on va pouvoir dire que F est convexe sur 0,1. F seconde est négative sur intervalle 1 plus infini, j'aurais pu fermer ici. Donc F est concave sur 1 plus infini. Et puis on constate que la dérivée seconde s'annule en 1 en changeant de signe, et donc la courbe C de F va posséder un point d'inflexion au point d'abscisse 1. F seconde s'annule, et d'ailleurs une seule fois, donc il y aura un seul point d'inflexion. Et attention en changeant de signe. Donc, on peut dire que la courbe C de F a un seul point d'inflexion. Bon, ça va être un point que je vais nommer A, parce que plus tard dans l'énoncé, c'est en fait le point A. Alors évidemment, le point A, il a pour coordonnées 1, F de 1. Et si on calcule les coordonnées de A, on va voir que... Enfin, si on calcule F de 1, on va voir que les coordonnées de A, c'est 1, 3. Question 3, déterminer une équation de la tangente T à la courbe C de F au point A d'abscisse 1. Ensuite, placer le point A et tracer la droite T sur le graphique donné en annexe. Alors, on va commencer par, évidemment, chercher une équation de la tangente T à la courbe C de F au point A d'abscisse 1. D'après le cours de première, on sait que l'équation réduite, c'est Y égale F' de 1, facteur de X moins 1, plus F de 1. Donc, on a besoin de connaître F de 1. Je vous ai dit que c'était 3, mais bon, je ne l'ai pas justifié. Donc, F de 1. Alors, on peut prendre la forme, d'ailleurs, la forme factorisée, x carré, facteur de 3 moins 2 ln de 1. Et ln de 1, on sait qu'il vaut 0. Donc, on obtient bien 3. Et puis, si on prend f' de 1, alors évidemment, je vais utiliser le fait que c'est 4g de 1. Et g de 1, on a eu l'occasion de le calculer, je crois. En tout cas, c'est égal à 1. G de 1, c'est 1 moins 1 ln de 1, donc ça va donner 1. Bon, là, on a tout pour donner l'équation réduite. La droite T a pour équation Y égale, le coefficient directeur, ça va être f' de 1, 4, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui vaut 3. Donc 4x.4 plus 3, on va trouver que T a pour équation Y égale 4x moins 1. Alors pour tracer la droite T, en général il nous faut 2 points. On a déjà le point A de coordonnées 1, 3, et puis on peut aller chercher l'ordonnée à l'origine ici, quand x vaut 0, y égale moins 1. Donc je vais introduire un point V d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Voilà.
le fichier que j'ai réalisé avec GeoGebra, avec donc le point A de coordonnées 1, 3, le point V de coordonnées 0, moins 1, donc on trace la droite AV, qui nous donne la droite T. Bon, vous voyez que sur la figure, j'ai quand même ajouté aussi le point H, qui est le sommet de la courbe C de F, qui a pour abscisse E et pour ordonnée E au carré. Voilà. Petite cerise sur le gâteau, j'ai créé un curseur T et puis j'ai placé un point M sur la courbe de F d'abscisse T d'ordonnée évidemment F de T. Et tracé ce que j'ai appelé TM, la tangente au point M. Alors, d'abord, si on place le point M en A, on va avoir cette fameuse tangente T qui traverse la courbe. Sur l'intervalle 0,1, la tangente est située en dessous de la courbe. Sur l'intervalle 1 plus infini, elle est située au-dessus. Et donc, ce que je voudrais vous faire voir, c'est pourquoi j'ai tracé d'ailleurs cette droite verticale d'équation x égale 1. C'est parce que le point a pour abscisse 1. Et puis, quand on regarde, par exemple, la tangente TM, là, elle est bien située au-dessus de la courbe C de F sur 1 plus l'infini, mais si je rapproche M du point A, vous voyez, avec T un petit peu plus grand que 1, à un moment donné, alors c'est toujours vrai sur 1 plus infini, mais ça n'est plus vrai sur 0,1. Et donc je vous conseille d'avoir presque cette idée-là de vous dire que voilà, on partage le plan en deux demi-plans de frontière à la droite d'équation x égale 1, et puis au niveau des positions relatives de la tangente et de la courbe de F, je préfère enlever la tangente, moi. Et puis là, vous allez voir que je n'ai tracé que la tangente TM, ici, quand T est plus grand que 1, que sur 1 plus infini, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Et si vous regardez entre 0 et 1, vous allez voir que je n'ai tracé que la tangente TM sur, bon, moins l'infini 1, mais on pourrait la tracer que sur 0,1, peu importe. Voilà, parce que si on regarde bien ici et que je retrace la droite TM, ben voilà, la droite TM elle est en dessous de la courbe de F sur 0,1. Alors ça continue un peu, mais là elle y est plus. Donc faut se méfier, hein, il peut y avoir des erreurs commises à cause de ce genre de choses. Le cours dit que lorsque par exemple, petit f est concave sur un intervalle, alors la courbe C de f est située en dessous de ses tangentes sur cet intervalle. J'espère que je ne me suis pas trompé avec concave et convexe, c'est possible. Question 4a, démontrer que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique petit s dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, placez le réel s sur le graphique donné en annexe. Alors, on va rappeler quand même les variations de la fonction f, et puis on s'aperçoit que ici, la limite en 0, c'est 0. Ensuite, f est croissante, donc les valeurs prises par f de x sont positives. En e carré, c'est un nombre étant positif. Et la limite en plus infini de f, c'est moins l'infini, ce qui veut dire que de e carré à moins l'infini, il va bien falloir qu'on passe par la valeur 0 et une seule fois. Alors, soi-disant, ce tableau de variation, genre du bac, peut servir de démonstration. Il suffit ensuite de conclure. Bon, on va quand même faire une étude plus précise. Dans l'enseignement supérieur, les professeurs, ils veulent de l'argumentation, des raisonnements. Donc, premier cas, étude sur l'intervalle 0E, ouvert en 0, ouvert en E. Alors ici, on pourrait fermer en E, mais je vais fermer dans le cas numéro 2. Bon, d'après les variations de la fonction f, on peut affirmer que f ne s'annule pas sur l'intervalle 0e, ouvert en e, donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution dans l'intervalle 0e. Bon, pour l'autre, étude sur l'intervalle e plus infini fermé en e. Donc là, on va dire que f est dérivable sur cet intervalle e plus infini, donc f est continu sur e plus infini. Et puis, on sait que f est strictement décroissante sur e plus infini.
Et puis l'image, l'image de ce carré, l'image entre guillemets de plus l'infini, c'est moins l'infini, mais il faut changer l'ordre puisque moins l'infini, le carré, voilà l'intervalle. Donc l'image de par f de e plus l'infini, c'est moins l'infini e carré. Et puis on regarde si 0 appartient à cet intervalle, ce qui est le cas. Le réel 0 appartient à l'intervalle moins l'infini e carré. Donc on en déduit que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique notée petit s dans l'intervalle e plus infini fermé en E. Et ceci, c'est d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc sur l'intervalle 0e ouvert en 0 ouvert en E, pas de solution. Sur l'intervalle E plus l'infini fermé en U, une seule solution. Conclusion, l'équation f de x égale 0 possède une solution unique petit s dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et sur le graphique, ici, je vous ai placé le réel s. Il suffit de considérer le point d'intersection de la courbe C de f avec l'axe des abscisses. Bon, la vidéo était un peu longue, donc je préfère maintenant vous raconter ce que j'ai mis dans le polycopier. 4b détermine un encadrement du réel S d'amplitude 10 puissance moins 2. Là, je vais aller chercher une calculatrice pour qu'on voit des choses. Donc, à l'écran, la seule calculatrice que je possède sur l'ordinateur, une TI, et dans f de x, ici, je vous ai indiqué 3x carré moins 2x carré multiplié par ln de x. Ici, c'est 4x moins 1, c'est la tangente. Alors, bon, comme j'ai fait le travail tout à l'heure, je vais vous montrer ce que ça donne, la courbe de f en bleu, la tangente t en rouge. Bon. Alors c'est pas ça qui nous intéresse ici, nous ce qu'on veut c'est pouvoir trouver un encadrement du réel S, d'ailleurs avec la calculatrice, dans le menu calcul tout en haut ici, on peut trouver des choses. Avec les flèches on se rapproche de ce nombre S, entre guillemets, en tout cas on se rapproche du point d'intersection entre la courbe de f et l'axe abscisse. Donc borne de gauche ou borne inférieure parfois, on fait entrer. Alors on se déplace maintenant pour que le curseur soit en dessous de l'axe abscisse. On le vérifie avec Y, ici environ moins 1,3. Entrée, on fait encore entrer, il y a une initialisation et puis on voit que le 0 c'est environ 4,48, 6, 8. Donc on nous demande un encadrement d'amplitude 10-2. A priori, avec ce qu'on vient de faire, on pourrait presque affirmer que S est strictement compris entre 4,48 et 4,49. Bon, mais si on n'a pas une calculatrice qui contient ce genre d'éléments, on va quand même créer ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Alors tout en haut dans Dev Table. Alors début de la table, on pourrait travailler par valeur entière au départ pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Bon, nous on vient de voir que c'est entre 4 et 5, on peut le voir sur le graphique. Et puis ici, on va prendre un pas de 0,1 pour essayer de trouver déjà un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 1. On crée la table tout en haut à droite, et puis on regarde pour les valeurs de Y1, j'aurais dû enlever Y2. J'ai envie de dire, quand est-ce qu'on passe d'un nombre positif à un nombre négatif, on s'aperçoit que c'est entre 4,4 et 4,5. Alors, je vais peut-être pas enlever la tangente, mais dévalider, on se déplace, on fait entrer là. A priori, il n'y en aura plus de soucis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La fenêtre. Bon, Dev Table. Donc, début de la table, on peut prendre maintenant 4.4. Ça s'appelle la méthode de balayage. Et puis, on va prendre un centième maintenant. Et c'est ce qu'on nous demande. Donc, c'est presque fini. Quand est-ce qu'on passe d'une valeur strictement positive à une valeur strictement négative? On s'aperçoit que c'est pour f de 4,48 qui est environ égal à 0,015, on voit bien en bas, et puis f de 4,49 qui est environ égal à moins 0,075. Ayant maintenant ces valeurs, on peut dire que f de 4,49 est strictement négatif et strictement inférieur à f de 4,48. Bon, là, j'ai fait apparaître f de s qui vaut 0, faut pas l'oublier, ça peut servir parfois.
Donc f de 4,49 strictement inférieur à f de s, strictement inférieur à f de 4,48. Et comme f est strictement décroissante sur l'intervalle e plus infini, les images des réels vont être rangées dans l'ordre inverse des antécédents. Et donc on aura 4,49 plus grand que s, plus grand que 4,48. Il faut changer le sens des inégalités ici. De toute façon, on n'a pas trop le choix puisque 4,49 c'est plus grand que 4,48. Quand j'avais des élèves qui se trompaient, je montrais les deux nombres. Bon, là, ils réagissaient. Et puis, quand on range dans l'ordre croissant, on va obtenir 4,48, strictement inférieur à S, strictement inférieur à 4,49. Alors, question 4C, on nous demande quand même la valeur exacte du réel S. Bon. Alors, soit x un réel de 0 plus infini, f de x égale 0, ça signifie que en prenant la forme factorisée de f de x, on sait que c'est mieux que la forme développée, x carré facteur 3 moins 2 ln de x égale 0. Alors, on a tendance à prendre le théorème du produit nul, mais ici, x carré, on sait qu'il ne peut pas s'annuler puisque x est strictement positif, donc x est non nul, donc x carré est non nul. Donc, ça veut dire que c'est le deuxième facteur qui doit s'annuler, 3 moins 2 ln de x égale 0. C'est seulement si 2 ln de x égale 3, si et seulement si ln de x égale 1,5 ou 3,5. En passant aux exponentielles, exponentielle ln de x égale exponentielle 1,5, et donc on trouve x égale exponentielle 1,5. Bon, on doit quand même vérifier que le résultat qu'on a trouvé, c'est bien réel de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, puisqu'on a travaillé dans cet intervalle, ce qui est le cas. Et donc, on peut affirmer que S est exponentielle de 1,5. Alors, avec une calculatrice, on obtient exponentielle 1,5 environ égal à 4,689. Je crois que c'est ce qu'avait annoncé l'algorithme de la calculatrice, même si les algorithmes des calculatrices sont pas toujours très très précis par rapport notamment à GeoGebra. Alors ce nombre-là, on vérifie qu'il est bien entre 4,48 et 4,49 quand même. Bon. 4D, donné sans justifier le signe de la fonction f dans un tableau sur 0 plus infini ouvert en 0. Bon, c'est quand même bien de revoir le tableau de variation de f, parce que ce sont les variations de f qui vont nous aider, et notamment aussi parce que on sait qu'on a l'équation f de x égale 0 qui a pour solution unique petit s. Bon, on ne tient pas compte de 0 là, puisqu'il y a une double barre, et donc on obtient directement le signe f est strictement positif sur 0s, ouvert en 0, ouvert en s, f de s, ça vaut 0, et puis sur s plus l'infini ouvert en s, f est strictement négative, et on sait que s c'est maintenant exponentielle 1,5. Bon, ce qui fait que la question démontrait que l'équation avait une solution unique, l'équation f de x égale 0, on aurait pu s'en dispenser ici, mais c'était pour refaire travailler un petit peu cette notion de corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui est importante. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage à continuer. Moi qui suis à la retraite. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants, comme mon fils. Et oui, je suis un vieux papa. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.